L'aube se levait paresseusement sur les cimes brumeuses des Vosges, peignant le ciel d'une palette de roses et d'oranges. Marc Dubois, un écrivain parisien de 35 ans, ajustait son sac à dos avec une détermination mêlée d'appréhension. L'air frais et humide du matin emplissait ses poumons, chargés des effluves de pin et d'humus qui caractérisaient ces montagnes mythiques. Un peu de solitude et de nature, c'est tout ce dont j'ai besoin, murmura-t-il pour lui-même, un léger sourire aux lèvres. Ses yeux bleus, habituellement fatigués par les nuits blanches passées devant son ordinateur, brillaient maintenant d'une lueur d'aventure. Marc s'enfonça dans la forêt, le craquement des branches sous ses pas résonnant dans le silence matinal. Le brouillard s'épaississait à mesure qu'il avançait, enveloppant les arbres centenaires d'un voile mystérieux. Les sons semblaient étouffés, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Alors qu'il marchait, Marc laissait son esprit vagabonder, imaginant déjà les histoires qui pourraient naître de ce décor enchanteur. Il était venu ici en quête d'inspiration pour son prochain roman, fuyant le tumulte de Paris et une page blanche qui le narguait depuis des semaines. Soudain, un hurlement lointain brisa le silence, faisant sursauter Marc. Ce n'était pas le cri d'un loup ordinaire, il y avait quelque chose de presque humain dans ce son. Un frisson parcourut son échine, mélange d'excitation et de peur primitive. Ce n'est que mon imagination, se rassura-t-il, accélérant néanmoins le pas. Mais au fond de lui, une petite voix lui soufflait que ce cri était peut-être le premier indice d'une histoire bien plus grande qu'il ne l'imaginait. Les heures passèrent, et Marc continua son chemin, s'arrêtant occasionnellement pour noter une idée ou croquer un paysage dans son carnet. Le soleil, maintenant haut dans le ciel, peinait à percer la canopée dense. Peu après midi, Marc arriva dans une petite clairière. Au centre se dressait une pierre imposante couverte de symboles étranges. Intrigué, il s'approcha pour l'examiner de plus près. Les gravures semblaient anciennes, leurs formes sinueuses évoquant des runes nordiques mêlées à des motifs celtiques. Fasciné, Marc sortit son appareil photo pour immortaliser cette découverte. Ses doigts effleurèrent les gravures anciennes, et il sentit comme une décharge électrique parcourir son corps. Pendant un bref instant, il eut l'impression que la forêt tout entière retenait son souffle. « Bienvenue, étranger » dit une voix derrière lui, le faisant sursauter. Marc se retourna brusquement pour faire face à une vieille femme aux yeux d'un bleu perçant. Elle semblait avoir surgi de nulle part, sa silhouette frêle enveloppée dans un châle usé aux couleurs de la forêt. « Je suis Élise, la gardienne de ces bois » poursuivit-elle d'une voix rauque, chargée du poids des années et des secrets. « Vous ne devriez pas être ici. Ces montagnes cachent des secrets dangereux. » Marc, à la fois fasciné et troublé, ne put s'empêcher de demander « Quel secret ?» Le regard d'Élise s'assombrit, comme si elle pesait le pour et le contre de ce qu'elle allait révéler. Finalement, elle répondit « La malédiction du loup-garou des Vosges. Une créature mi-homme, mi-loup qui hante ces forêts depuis des siècles. Et vous, étranger, vous venez de réveiller quelque chose de très ancien en touchant cette pierre. » Un nouveau hurlement, plus proche cette fois, résonna dans la forêt. Marc sentit son cœur s'emballer. Il venait de mettre le pied dans une histoire bien plus grande et plus terrifiante qu'il n'aurait pu l'imaginer. Élise saisit le bras de Marc, son regard soudain urgent. « Vous devez partir, maintenant. Retournez d'où vous venez avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Marc, malgré la peur qui commençait à s'insinuer en lui, sentait aussi une excitation grandissante. N'était-ce pas exactement ce qu'il était venu chercher? Une histoire, une vraie, pleine de mystères et de dangers. « Je ne peux pas partir maintenant, dit-il, surpris par sa propre audace. Pas avant d'en savoir plus. Cette histoire, votre histoire, c'est ce que je suis venu chercher. » Élise le regarda longuement, comme si elle sondait son âme. Finalement, elle soupira, résignée. « Très bien. Mais rappelez-vous, jeune homme, que la curiosité a souvent un prix. Suivez-moi. Si vous voulez vraiment connaître la vérité sur le loup-garou des Vosges, je vous conduirai au village. Mais je vous préviens, une fois que vous aurez franchi ces portes, il n'y aura plus de retour en arrière possible. » Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, Marc sentait qu'il venait de franchir un point de non-retour. Le soleil déclinait à l'horizon, baignant les bois d'une lueur orangée inquiétante. Dans le lointain, un nouveau hurlement retentit, plus proche cette fois. L'aventure ne faisait que commencer, et Marc Dubois, l'écrivain en quête d'inspiration, allait bientôt découvrir que certaines histoires sont mieux laissées dans l'ombre. Mais il était trop tard pour reculer maintenant. Le mystère du loup-garou des Vosges l'appelait, et il était déterminé à percer ses secrets, quel qu'en soit le prix.
Le crépuscule enveloppait les Vosges d'un manteau de mystère lorsque Marc et Élise atteignirent enfin les abords de Saint-Amarin. Le village, niché au cœur de la vallée, semblait figé dans le temps. Ses ruelles pavées et ses maisons à colombages évoquaient une époque révolue, préservée de la frénésie du monde moderne. Marc sentit un frisson d'anticipation parcourir son échine. L'atmosphère était lourde, chargée de secrets et de non-dits. Chaque ombre semblait cacher une histoire, chaque regard des villageois qu'il croisait était empreint de méfiance. « Bienvenue à Saint-Amarin » murmura Élise, sa voix à peine audible. Gardez à l'esprit que les apparences sont souvent trompeuses ici. Ils se dirigèrent vers l'auberge du Loup Blanc, seul établissement encore animé à cette heure tardive. La lourde porte en bois grinça sinistrement lorsque Marc la poussa. À l'intérieur, le silence tomba brusquement. Une douzaine de pères d'yeux se tournèrent vers lui, le dévisageant avec une curiosité mêlée de suspicion. Un étranger chuchota une voix rauque dans un coin sombre. Marc s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Bonsoir » lança-t-il, essayant de paraître plus assuré qu'il ne l'était réellement. « Auriez-vous une chambre pour quelques nuits ?» Le patron, un homme robuste à la barbe grisonnante, s'avança. Son regard perçant semblait vouloir percer les secrets de Marc. « Je suis Pierre Lefebvre » dit-il d'une voix grave. « Que vous amène dans notre petit village, monsieur ?»« Dubois. »« Marc Dubois » répondit l'écrivain. Il hésita un instant avant d'ajouter « Je suis écrivain. Je cherche l'inspiration pour mon prochain livre. » Un murmure parcourut l'assemblée. Marc nota l'échange de regards inquiets entre les villageois. Une femme d'une cinquantaine d'années, assise au bar, intervint, « Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous trouverez l'inspiration ici, monsieur Dubois ?» Il y avait une note de défi dans sa voix, presque une menace voilée. Marc sentit qu'il marchait sur des œufs. Il choisit soigneusement ses mots, « J'ai entendu parler de légendes fascinantes dans la région. Notamment celle d'un loup-garou. » Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. L'atmosphère, déjà tendue, devint électrique. Pierre Lefebvre s'éclaircit la gorge, brisant le silence oppressant. « Ce ne sont que des contes pour effrayer les enfants, monsieur Dubois. Rien de plus. » Mais Marc avait vu l'échange de regards inquiets entre les villageois. Il y avait définitivement plus que ce qu'on voulait bien lui dire. Son instinct d'écrivain était en alerte, flairant une histoire qui ne demandait qu'à être déterrée. Élise, qui était restée silencieuse jusque-là, posa une main sur l'épaule de Marc. « Il se fait tard, dit-elle doucement. Peut-être devrions-nous laisser monsieur Dubois se reposer. Demain est un autre jour. » Pierre acquiesça, semblant soulagé de pouvoir mettre fin à cette conversation. Il conduisit Marc à sa chambre, une petite pièce austère au deuxième étage de l'auberge. Avant de le laisser, il se tourna vers lui, son regard soudain intense. « Un conseil, monsieur Dubois. Certaines histoires sont mieux laissées dans l'ombre. Pour votre bien, n'allez pas fouiller trop profondément dans le passé de Saint-Amarin. » Cette nuit-là, Marc eut du mal à trouver le sommeil. Des cauchemars peuplés de créatures mi-hommes, mi-loups hantaient son esprit. Il se réveilla en sursaut plusieurs fois, le cœur battant la chamade, persuadé d'avoir entendu un hurlement lointain. À l'aube, épuisé mais déterminé, Marc descendit prendre son petit déjeuner. L'auberge était presque vide, à l'exception d'une jeune femme aux longs cheveux bruns qui buvait un café au comptoir. Lorsqu'elle le vit, elle lui fit signe de s'approcher. « Je m'appelle Sophie » chuchota-t-elle, jetant des regards furtifs autour d'elle. « Si vous voulez vraiment connaître la vérité sur le loup-garou, retrouvez-moi dans une heure près du vieux chêne, à la lisière de la forêt. » Avant que Marc ne puisse répondre, Sophie avait disparu, le laissant intrigué et légèrement inquiet. Il sentait qu'il était sur le point de plonger dans quelque chose de bien plus grand et dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Une heure plus tard, fidèle au rendez-vous, Marc attendait près du vieux chêne. Son cœur battait la chamade, mélange d'excitation et d'appréhension. Sophie apparut comme une ombre, se glissant silencieusement à ses côtés. « Pourquoi voulez-vous m'aider » demanda Marc, curieux. Sophie hésita, son regard balayant nerveusement les alentours. « Parce que la malédiction a déjà fait trop de victimes, répondit-elle finalement. Il est temps que quelqu'un brise le silence. Elle s'apprêtait à en dire plus lorsqu'un cri déchirant retentit depuis le village. Sophie pâlit visiblement. Oh non, pas encore. Sans plus d'explication, elle se mit à courir vers le village, Marc sur ses talons. L'écrivain sentait que ce cri marquait le début de quelque chose de terrible, et que sa quête d'inspiration venait de prendre un tournant inattendu et potentiellement dangereux.
Alors qu'ils approchaient des premières maisons, le chaos qui régnait dans les rues de Saint-Amarin était palpable. Des villageois couraient dans tous les sens, certains armés de fourches et de torchets. Au milieu de cette agitation, Marc aperçut une silhouette qui le glaça d'effroi, un homme, ou plutôt ce qui avait été un homme, se transformait sous ses yeux en une créature monstrueuse. Marc réalisa alors que la légende du loup-garou des Vosges n'était pas qu'un simple conte pour effrayer les enfants. Elle était bien réelle, et il se trouvait maintenant au cœur de cette terrifiante réalité. Son destin, ainsi que celui de Sophie et de tout le village de Saint-Amarin, allait basculer dans une aventure dont l'issue était tout sauf certaine. L'air était chargé de tension et de peur lorsque Marc et Sophie arrivèrent au cœur du village. Une foule s'était rassemblée devant la maison de la famille Moreau, l'une des plus anciennes de Saint-Amarin. Les cris qui en provenaient glaçaient le sang, un mélange de douleur humaine et de rage animale qui faisait frissonner Marc jusqu'à la moelle. « C'est Antoine » murmura Sophie, le visage blême. « Il se transforme. » Marc n'eut pas le temps de l'interroger davantage. La porte de la maison s'ouvrit violemment, projeté hors de ses gonds. Un jeune homme d'une vingtaine d'années en sortit en titubant. Son corps était secoué de spasmes violents, ses yeux injectés de sang roulaient dans leurs orbites. Sous le regard horrifié de Marc et des villageois, les os d'Antoine commencèrent à craquer et à se reformer de manière contre nature. « Reculez tous » cria Pierre Lefebvre, qui tentait de contenir la foule paniquée. « Ne l'approchez pas !» Marc, figé sur place, ne pouvait détacher son regard de la scène cauchemardesque qui se déroulait devant lui. Des poils épais poussaient à une vitesse alarmante sur la peau d'Antoine, tandis que son visage s'allongeait en un museau bestial. Ses cris de douleur se transformaient progressivement en grognements gutturaux. En quelques minutes à peine, Antoine Moreau s'était complètement métamorphosé en une créature monstrueuse, un loup-garou au pelage sombre et aux crocs acérés. La bête poussa un hurlement à glacer le sang, un son qui résonna dans tout le village et fit écho dans les montagnes environnantes. Les villageois, terrifiés, se dispersèrent en criant. Certains se barricadaient dans leurs maisons, d'autres saisissaient des armes de fortune. Le chaos régnait dans les rues de Saint-Amarin. Le loup-garou, désorienté et enragé, bondit par-dessus la foule et s'enfuit vers la forêt. Ses puissantes pattes laissaient des empreintes profondes dans la terre meuble, témoignage de sa force surhumaine. « Il faut le retrouver avant qu'il ne fasse du mal à quelqu'un », déclara Pierre Lefebvre, prenant les choses en main. « Formez des groupes de recherche. Et pour l'amour du ciel, soyez prudents. » Marc se tourna vers Sophie, encore sous le choc de ce qu'il venait de voir. C'était réel? Comment est-ce possible? Sophie, les larmes aux yeux, répondit d'une voix tremblante, c'est la malédiction. Elle frappe au hasard, transformant les gens en monstres lors de la pleine lune. Antoine est la dernière victime en date. Mais pourquoi? Comment tout cela a-t-il commencé, insista Marc, son esprit d'écrivain en ébullition malgré l'horreur de la situation. Sophie hésita, jetant des regards nerveux autour d'elle comme si elle craignait d'être entendue. Finalement, elle murmura, « Il y a des siècles, nos ancêtres ont conclu un pacte avec une entité surnaturelle pour protéger le village. Mais le prix à payer était terrible, la malédiction du loup-garou. » Marc sentit soudain le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Il se rappela la pierre gravée dans la forêt, celle qu'il avait touchée. Avait-il réveillé quelque chose d'ancien et de dangereux? Était-il en partie responsable de ce qui arrivait à Antoine? « Je dois faire quelque chose, dit-il avec une détermination qui le surprit lui-même. Je ne peux pas rester les bras croisés alors que des innocents souffrent. Sophie le regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. C'est dangereux, Marc. Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Cette malédiction a détruit des vies pendant des générations. Peut-être, admit-il, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. Je vais aider à retrouver Antoine et à comprendre cette malédiction. Il doit y avoir un moyen de la briser. Alors qu'il se préparait à rejoindre les groupes de recherche, Marc ne pouvait s'empêcher de penser aux conséquences de sa décision. Il était venu chercher l'inspiration pour un livre, et voilà qu'il se retrouvait plongé au cœur d'un mystère ancestral et dangereux. La réalité dépassait de loin tout ce qu'il aurait pu imaginer. Le soleil commençait à décliner, projetant des ombres inquiétantes sur le village. La nuit allait bientôt tomber, et avec elle, les dangers de la forêt allaient s'éveiller. Marc et Sophie échangèrent un regard déterminé avant de s'enfoncer dans les bois. La forêt semblait différente la nuit, plus menaçante. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches faisait sursauter Marc. Il tenait fermement la torche que Pierre lui avait confiée, son faisceau de lumière dansant entre les arbres,
créant des ombres mouvantes qui semblaient prendre vie. « Comment peut-on arrêter un loup-garou » demanda Marc à Sophie alors qu'il progressait prudemment. « L'argent est censé les affaiblir, répondit-elle. Mais personne n'a jamais réussi à en capturer un vivant. La plupart du temps, la transformation ne dure qu'une nuit. Au lever du soleil, Antoine redeviendra humain, s'il survit jusque-là. » Un hurlement lointain les fit tressaillir. Antoine était proche, mais impossible de savoir dans quelle direction. Soudain, un bruit de course effrénée se fit entendre. Une silhouette massive jaillit des fourrés, les yeux brillants d'une lueur sauvage. Le loup-garou était là, à quelques mètres d'eux, ses crocs luisant à la lueur de la torche. Marc sentit son cœur s'arrêter. Le temps sembla se figer alors que la bête les fixait, prête à bondir. Dans un réflexe désespéré, il brandit la torche devant lui. Le loup-garou recula, apparemment effrayé par le feu. « Antoine » cria Sophie. « Je sais que tu es là, quelque part. Batte-toi contre la bête. » Pendant un instant, Marc crut voir une lueur de reconnaissance dans les yeux de la créature. Mais cette lueur s'évanouit rapidement, remplacée par une rage bestiale. Le loup-garou poussa un rugissement assourdissant et bondit. Marc ferma les yeux, certain que sa dernière heure était venue. Mais le choc qu'il attendait ne vint pas. À la place, il entendit un bruit sourd suivi d'un gémissement animal. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il vit Pierre Lefebvre, une lourde chaîne en argent à la main. Il avait réussi à entraver le loup-garou, qui se débattait furieusement. « Vite » cria Pierre. « Aidez-moi à le maîtriser avant qu'il ne se libère. » Les heures qui suivirent furent un combat acharné pour contenir Antoine. Ce n'est qu'à l'aube, alors que les premiers rayons du soleil perçaient à travers les arbres, que la créature commença à se transformer à nouveau. Peu à peu, le pelage disparut, les griffes se rétractèrent, et le visage bestial laissa place aux traits humains d'Antoine. Le jeune homme, épuisé et désorienté, s'effondra dans les bras de Sophie. « Qu'est-ce qui s'est passé » murmura-t-il faiblement. Marc, observant la scène, sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Ils avaient réussi à sauver Antoine cette fois-ci, mais à quel prix? Et combien de temps avant que la malédiction ne frappe à nouveau? Alors que le groupe rentrait au village, Marc réalisa que son aventure ne faisait que commencer. Il était déterminé à percer le mystère de cette malédiction et à trouver un moyen de la briser, quels que soient les dangers qui l'attendaient. Les jours qui suivirent la transformation d'Antoine furent empreints d'une tension palpable dans le village de Saint-Amarin. Les habitants, bien que soulagés qu'aucune victime n'ait été à déplorer, vivaient dans la crainte constante de la prochaine pleine lune. Marc, quant à lui, était plus déterminé que jamais à percer le mystère de cette malédiction séculaire. Il doit y avoir des réponses quelque part, marmonna Marc, frustré, alors qu'il feuilletait pour la énième fois les vieux livres d'histoire locale que Sophie lui avait procurés. Un village ne garde pas un tel secret pendant des siècles sans laisser de traces. Sophie, assise en face de lui dans la petite bibliothèque poussiéreuse de l'auberge, réfléchit un instant avant de s'exclamer, « Les archives de l'église. » Le père François garde des documents anciens dans le presbytère. Si quelque chose a été consigné sur la malédiction, ce serait là-bas. Les yeux de Marc s'illuminèrent à cette suggestion. Bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ils se dirigèrent d'un pas pressé vers la petite église du village, une structure en pierre datant du XVe siècle. Le père François, un homme âgé au visage bienveillant mais marqué par les soucis, les accueillit sur le parvis avec une expression mêlant curiosité et méfiance. « Les archives sont sacrées, dit-il, hésitant. Elles contiennent l'histoire de notre village, y compris ses aspects les plus sombres. Peu de gens y ont eu accès au fil des siècles. » Marc plaida leur cause avec passion. « Père, nous cherchons à comprendre pour aider. Cette malédiction a déjà fait trop de victimes. Si nous pouvons trouver un moyen de la briser, nous pourrions sauver des vies. » Le prêtre les observa longuement, semblant peser le pour et le contre. Finalement, il poussa un profond soupir. « Très bien. Mais soyez prudent avec ce que vous pourriez découvrir. Certaines vérités sont lourdes à porter, et la connaissance peut être aussi dangereuse que l'ignorance. » Il les conduisit dans une pièce à l'arrière de l'église, une salle étroite aux murs couverts d'étagères croulant sous le poids de documents jaunis par le temps. L'odeur de vieux papier et de poussière était presque étouffante. « Vous avez jusqu'au coucher du soleil, dit le père François avant de les laisser. Après cela, ces documents doivent retourner à leur place. Que Dieu vous guide dans votre quête. » Pendant des heures, Marc et Sophie se plongèrent dans les archives, parcourant frénétiquement des registres, des lettres et des journaux intimes.
Chaque page tournée, chaque document déchiffré les rapprochait un peu plus de la vérité, mais soulevait également de nouvelles questions. Soudain, Sophie poussa une exclamation, « Marc, regardez ça !» Elle tenait un vieux grimoire, ses pages couvertes de symboles étranges similaires à ceux de la pierre dans la forêt. Marc reconnut immédiatement l'écriture, c'était celle d'Élise, la mystérieuse femme qu'il avait rencontrée dans les bois. « Au l'an de grâce 1521 minutes, lut Sophie à voix haute, sa voix tremblant légèrement, notre village fut frappé par une terrible famine. Les récoltes avaient échoué pour la 3e année consécutive, et la mort rôdait dans chaque foyer. Désespérés, les anciens firent appel à une force ancienne, un esprit de la forêt nommé Fenrir. En échange de sa protection et de son abondance, nous avons offert notre sang et notre chair. » Marc sentit un frisson parcourir son échine. « Le pacte dont vous m'avez parlé ?» Sophie hocha gravement la tête et poursuivit sa lecture, mais Fenrir était rusé et cruel. Sa protection vint sous la forme d'une malédiction. À chaque pleine lune, l'un des nôtres se transformerait en bête, mi-homme, mi-loup, pour chasser et nourrir le village. C'est le prix de notre survie, le fardeau que nous devons porter pour les générations à venir. Le silence tomba dans la pièce alors qu'il digérait cette révélation choquante. Marc fut le premier à le briser, donc, la malédiction n'est pas seulement une punition, c'est un mécanisme de survie tordu. Oui, murmura Sophie, l'horreur se lisant sur son visage. Nos ancêtres ont sacrifié leur humanité pour sauver le village. Chaque transformation, chaque vie brisée, tout cela pour que Saint-Amarin puisse continuer à exister. Alors qu'ils continuaient à fouiller dans les archives, une autre découverte les attendait. Un journal plus récent, daté des années 1950, mentionnait une tentative de briser la malédiction. Nous avons tenté de rompre le pacte, lut Marc, sa voix trahissant son émotion. Un groupe de villageois, las de vivre dans la peur, a essayé un rituel pour bannir Fenrir. Mais l'esprit s'est vengé. La famine est revenue, pire que jamais. En l'espace de quelques mois, la moitié du village était mort de faim. Nous n'avons eu d'autre choix que de renouveler notre serment de sang, implorant le pardon de Fenrir. Sophie laissa échapper un sanglot étouffé. Nous sommes piégés. Si nous essayons de briser la malédiction, nous condamnons le village. Si nous ne faisons rien, des innocents continueront à souffrir. Marc posa une main réconfortante sur son épaule. Il doit y avoir une autre solution. Nous la trouverons, Sophie. Je te le promets. Soudain, la porte de la pièce s'ouvrit brusquement, les faisant sursauter. Pierre Lefebvre se tenait dans l'embrasure, le visage sombre et les poings serrés. « Vous en savez trop maintenant, dit-il d'une voix grave, presque menaçante. Vous ne pouvez plus quitter le village. Pas avec ces connaissances. » Marc et Sophie échangèrent un regard alarmé. Leur quête de vérité venait de prendre un tournant dangereux, et ils réalisaient qu'ils étaient désormais prisonniers d'un secret vieux de plusieurs siècles. « Monsieur Lefebvre, commença Marc, tentant de garder son calme, nous voulons seulement aider. Il doit y avoir un moyen de mettre fin à cette malédiction sans condamner le village. » Pierre secoua la tête, son regard dur et implacable. « Vous ne comprenez pas. Cette malédiction est notre vie, notre identité. Sans elle, Saint-Amarin n'est rien. Nous avons survécu pendant des siècles grâce à ce pacte. Qui êtes-vous pour décider de notre destin ?» La tension dans la pièce était palpable. Marc sentait que la situation pouvait dégénérer à tout moment. Il devait trouver un moyen de désamorcer la situation, de convaincre Pierre qu'il n'était pas une menace. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un cri retentit depuis l'extérieur de l'église. Un cri qui glaça le sang de tous les présents. La bête hurla une voix paniquée. « Elle est de retour. » Pierre pâlit visiblement. « Impossible, murmura-t-il. Ce n'est pas la pleine lune. » Marc et Sophie se précipitèrent vers la fenêtre. Dans la rue en contrebas, ils virent une scène de chaos. Les villageois couraient dans tous les sens, fuyant une silhouette massive et poilue qui bondissait de toit en toit. « Comment est-ce possible ?» demanda Sophie, la voix tremblante. Marc, le cœur battant la chamade, réalisa que leur découverte dans les archives avait peut-être eu des conséquences inattendues. Avait-il, sans le vouloir, réveillé quelque chose de plus ancien et de plus dangereux que la malédiction elle-même? Alors que le rugissement de la bête résonnait à nouveau, Marc comprit que leur quête pour briser la malédiction venait de prendre un tournant inattendu et terriblement dangereux. La nuit promettait d'être longue, et l'avenir de Saint-Amarin plus incertain que jamais. Les jours qui suivirent leur découverte dans les archives de l'église furent tendus à Saint-Amarin.
L'apparition inattendue de la bête en dehors de la pleine lune avait semé la panique et la confusion parmi les habitants. Marc et Sophie, désormais surveillés de près par Pierre Lefebvre et d'autres villageois méfiants, se trouvaient au cœur d'une tempête qu'ils avaient involontairement déclenchée. L'atmosphère dans le village était électrique, chacun craignant d'être la prochaine victime de la malédiction qui semblait avoir échappé à tout contrôle. Les rues, autrefois animées, étaient désormais désertes dès la tombée de la nuit, les habitants se barricadant chez eux. Un soir, alors que la pleine lune n'était plus qu'à quelques jours, Marc et Sophie se retrouvèrent secrètement dans le jardin de l'auberge. L'air frais de la nuit était chargé de tension et d'appréhension. « Nous devons agir », chuchota Marc avec urgence, son regard balayant nerveusement les alentours. « La prochaine pleine lune est dans 3 jours. Si nous ne faisons rien, quelqu'un d'autre se transformera, et cette fois, ce pourrait être bien pire que ce que nous avons vu jusqu'à présent. » Sophie acquiesça, le visage pâle sous la lumière de la lune croissante. Ses yeux, habituellement si vifs, étaient cernés de fatigue et d'inquiétude. « J'ai une idée, dit-elle à voix basse, mais c'est risqué. Le grimoire d'Élise mentionnait un rituel pour communiquer directement avec Fenrir. Si nous pouvions négocier avec lui. »« C'est dangereux, » l'interrompit Marc, le front plissé par l'inquiétude. « Et si Fenrir décidait de se venger comme la dernière fois? Nous pourrions condamner tout le village. » « As-tu une meilleure idée ?» rétorqua Sophie, la frustration perçant dans sa voix. « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que des innocents souffrent. » Leur conversation fut brusquement interrompue par l'arrivée silencieuse d'Élise. La vieille femme émergea des ombres comme un fantôme, faisant sursauter les 2 jeunes gens. « Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas, dit-elle d'une voix rauque, ses yeux brillant d'une sagesse ancienne et inquiétante. La malédiction est un fardeau, mais aussi une protection. Sans elle, ce village n'existerait plus. » Marc, surmontant sa surprise, répliqua avec passion, « Il doit y avoir un autre moyen. On ne peut pas continuer à sacrifier des innocents pour maintenir cet équilibre malsain. » Élise le fixa de ses yeux perçants, son regard semblant sonder l'âme même de Marc. « Et que proposez-vous, jeune homme? Êtes-vous prêt à prendre la place des villageois? À porter le fardeau vous-même ?» Un silence pesant s'installa. Marc sentit le poids de cette question, réalisant les implications de ce qu'Élise suggérait. Était-il vraiment prêt à tout sacrifier pour sauver des gens qu'il connaissait à peine? Sophie brisa finalement le silence, le rituel dans le grimoire. Est-ce qu'il pourrait vraiment nous permettre de communiquer avec Fenrir? Est extrêmement dangereux, coupa Élise, son ton devenant grave. Fenrir n'est pas une entité avec laquelle on peut négocier facilement. Il se nourrit de la peur et du désespoir. Convoquer son esprit pourrait avoir des conséquences désastreuses. Malgré l'avertissement d'Élise, Marc sentait qu'il n'avait pas le choix. Il échangea un regard avec Sophie, y trouvant la même détermination qui l'animait. « Nous devons essayer, » dit-il fermement. « Pour Antoine, pour tous ceux qui ont souffert de cette malédiction. Si nous ne faisons rien, nous sommes aussi coupables que ceux qui ont conclu ce pacte il y a des siècles. » Élise les observa longuement, son visage ridé ne trahissant aucune émotion. Finalement, elle poussa un profond soupir, semblant soudain porter le poids de tous les secrets qu'elle avait gardés au fil des années. « Très bien. Si vous êtes déterminé à suivre cette voie, je vous aiderai. Mais sachez que le prix à payer pourrait être plus élevé que vous ne l'imaginez. » Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs du rituel. Marc et Sophie, guidés par Élise, rassemblèrent les ingrédients nécessaires tout en évitant la surveillance des villageois. Chaque herbe cueillie, chaque symbole tracé les rapprochait un peu plus de leur confrontation avec Fenrir. L'hostilité à leur égard grandissait au sein du village. Beaucoup les considéraient comme une menace pour l'équilibre précaire de Saint-Amarin. Les regards méfiants et les murmures hostiles les suivaient partout où ils allaient. La veille de la pleine lune, alors qu'ils finalisaient leurs préparatifs dans la vieille grange à la lisière du village, Pierre Lefebvre les confronta, accompagné de plusieurs villageois armés. « Je sais ce que vous préparez, » gronda-t-il, ses yeux brillants de colère et de peur. « Vous allez tous nous condamner. Je ne peux pas vous laisser faire ça. » Marc tenta de le raisonner, conscient que la situation pouvait dégénérer à tout moment. « Nous essayons de vous sauver, de mettre fin à cette malédiction une fois pour toutes. Ne voyez-vous pas que cette situation ne peut plus durer ?» Pierre secoua la tête, son visage crispé par la détermination. « Vous ne comprenez pas. Cette malédiction est notre vie. Sans elle, nous ne sommes rien. Des générations ont vécu et sont mortes pour maintenir ce pacte. Qui êtes-vous pour décider de notre destin?
La tension montait dangereusement. Les villageois qui accompagnaient Pierre semblaient prêts à passer à l'action au moindre signe de leur chef. Marc et Sophie échangèrent un regard inquiet, conscients qu'ils étaient en infériorité numérique. C'est alors que Sophie intervint, sa voix calme mais ferme résonnant dans la grange. « Nous comprenons votre peur, monsieur Lefebvre. Mais regardez autour de vous. Cette malédiction détruit des vies, brise des familles. Est-ce vraiment le prix que vous êtes prêt à payer pour votre survie? N'y a-t-il pas un meilleur chemin pour Saint-Amarin » Ces paroles semblèrent toucher quelque chose en Pierre. Son expression s'adoucit légèrement, laissant entrevoir le doute et la fatigue derrière sa façade de détermination. Le conflit fut soudainement interrompu par un hurlement lointain venant de la forêt. Tous se figèrent, reconnaissant le cri d'une créature qui n'était ni totalement loup, ni totalement humaine. Pierre les fixa un long moment, le conflit intérieur visible sur son visage. Finalement, il parla d'une voix grave, « Vous avez jusqu'à demain soir. Si votre plan échoue, si vous mettez le village en danger, vous en subirez les conséquences. » Alors qu'il s'éloignait avec ses hommes, Marc et Sophie échangèrent un regard lourd de sens. Le compte à rebours était lancé. Demain soir, sous la pleine lune, ils affronteraient Fenrir et tenteraient de briser la malédiction qui pesait sur Saint-Amarin depuis des siècles. L'avenir du village, et peut-être leur propre survie, dépendait de leur réussite. Alors que la nuit tombait sur les Vosges, Marc ne put s'empêcher de se demander s'ils n'étaient pas en train de commettre la plus grande erreur de leur vie. Mais il était trop tard pour reculer. Le destin de Saint-Amarin était entre leurs mains, pour le meilleur ou pour le pire. La nuit de la pleine lune était enfin arrivée, baignant la forêt des Vosges d'une lueur argentée inquiétante. L'air était lourd, chargé d'une tension palpable qui semblait émaner de la terre elle-même. Marc, Sophie et Élise se tenaient dans la clairière où se dressait la pierre gravée, leur cœur battant à l'unisson d'un rythme effréné. Autour d'eux, les villageois formaient un cercle silencieux, leur visage un mélange de curiosité, de terreur et d'espoir. Pierre Lefebvre se tenait en première ligne, son regard dur ne quittant pas Marc, prêt à intervenir au moindre signe de danger. Élise, ses mains ridées tremblant légèrement, traça un large cercle sur le sol avec des cendres et des herbes sacrées. L'odeur âcre de sauge et de romarin flottait dans l'air, se mêlant à la senteur humide de la forêt. Elle plaça ensuite des bougies aux 4 points cardinaux, leurs flammes vacillantes projetant des ombres dansantes sur les visages tendus des spectateurs. Au centre du cercle, Élise disposa le grimoire ouvert à la page du rituel. Les symboles anciens semblaient presque vivants à la lueur des bougies, pulsant d'une énergie mystérieuse. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça » demanda-t-elle une dernière fois, son regard passant de Marc à Sophie. Sa voix trahissait une inquiétude qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Ils échangèrent un regard déterminé avant d'acquiescer. « Nous n'avons pas le choix, répondit Marc, sa voix plus assurée qu'il ne l'était réellement. C'est notre seule chance de mettre fin à cette malédiction. » Élise hocha gravement la tête. « Très bien. Rappelez-vous, quoi qu'il arrive, ne brisez pas le cercle et ne cessez pas de réciter l'incantation. Fenrir essaiera de vous tromper, de vous effrayer. Restez concentrés sur votre objectif. » Le rituel commença. Élise entonna une mélopée dans une langue ancienne, sa voix rauque résonnant étrangement dans la clairière silencieuse. Les mots semblaient avoir une vie propre, s'enroulant autour d'eux comme une brume tangible. Marc et Sophie joignirent leur voix à celle d'Élise, répétant les mots mystérieux. Bien qu'ils ne comprennent pas leur signification, ils pouvaient sentir leur pouvoir, une force primordiale qui faisait vibrer l'air autour d'eux. Au début, rien ne sembla se passer. Puis, progressivement, l'atmosphère changea. L'air devint lourd, chargé d'électricité statique qui faisait se dresser les cheveux sur leur nuque. Les flammes des bougies vacillèrent violemment, projetant des ombres cauchemardesques sur les arbres environnants. Soudain, un vent violent se leva, tourbillonnant autour du cercle avec une force surnaturelle. Les villageois reculèrent, effrayés, certains faisant le signe de croix. Au centre du cercle, une forme brumeuse commença à se matérialiser, s'épaississant à chaque seconde. « Fenrir » murmura Élise, sa voix tremblante de crainte et de révérence. La brume se condensa, prenant la forme d'un loup gigantesque aux yeux luisants d'une intelligence malveillante. Sa fourrure semblait faite d'ombres mouvantes, et ses crocs brillaient comme de l'acier sous la lumière de la lune. Quand il parla, sa voix résonna directement dans leurs esprits, grave et ancienne comme la terre elle-même. « Qui ose me convoquer » gronda Fenrir, ses yeux balayant le cercle de rituel avant de se fixer sur Marc. Marc fit un pas en avant, rassemblant tout son courage. Il pouvait sentir le poids du regard de Fenrir,
comme si la créature sondait son âme même. Nous sommes venus négocier la fin de la malédiction qui pèse sur ce village, dit-il, sa voix ne trahissant qu'un léger tremblement. Un rire sinistre emplit l'air, faisant frissonner tous les présents. Négocier? Vous, mortels insignifiants, pensez pouvoir négocier avec moi. La voix de Fenrir était empreinte de mépris et d'une cruauté millénaire. Sophie intervint, sa voix claire tranchant à travers la tension palpable. Cette malédiction a assez duré. Trop de gens ont souffert. Il doit y avoir un autre moyen, un équilibre qui ne demande pas le sacrifice de vies innocentes. Les yeux de Fenrir se plissèrent, une lueur d'intérêt brillant dans ses pupilles fendues. Un équilibre, dites-vous? Et que proposez-vous en échange de la protection que j'accorde à ce village depuis des siècles? Marc sentit son cœur se serrer, comprenant l'implication de ces mots. Fenrir ne renoncerait pas facilement à son emprise sur Saint-Amarin. Quel prix demandez-vous? Demanda-t-il, redoutant la réponse. Le sang d'un innocent, répondit Fenrir, ses yeux brillant d'une lueur malveillante. Un sacrifice volontaire pour libérer les autres. Une vie pour des centaines. N'est-ce pas un marché équitable? Le silence qui suivit était assourdissant. Marc regarda autour de lui, voyant la peur et le désespoir sur les visages des villageois. Comment pouvait-il accepter un tel marché? Mais comment pouvait-il le refuser, sachant que des générations futures continueraient à souffrir? Puis, à sa grande surprise, il vit Sophie faire un pas en avant. Son visage était pâle mais déterminé, ses yeux brillant d'une résolution inébranlable. « Je me porte volontaire », dit-elle d'une voix ferme qui résonna dans la clairière silencieuse. « Sophie, non », cria Marc, horrifié. Il tenta de la retenir, mais une force invisible l'en empêcha. Fenrir observait la scène avec un amusement cruel. « Une âme courageuse, dit-il, sa voix un mélange de moquerie et d'admiration. Mais es-tu vraiment prête à sacrifier ta vie pour des étrangers? Pour un village qui t'a rejeté? Sophie ne flancha pas, si c'est le prix à payer pour libérer ces gens de votre emprise, alors oui, je suis prête. Marc sentait son monde s'écrouler. Il ne pouvait pas laisser Sophie se sacrifier. Il devait y avoir un autre moyen, quelque chose qu'il n'avait pas encore envisagé. Mais avant qu'il ne puisse dire ou faire quoi que ce soit, un hurlement déchirant retentit dans la forêt. Antoine, toujours sous sa forme de loup-garou, surgit des bois, se précipitant vers le cercle. Tout se passa en un éclair. Le loup-garou bondit, brisant le cercle de protection. Fenrir rugit de colère, sa forme s'évanouissant dans un tourbillon de brume noire. Les villageois s'éparpillèrent en criant, la panique se répandant comme une traînée de poudre. Marc se jeta sur Sophie pour la protéger, mais Antoine était déjà sur eux. Dans la confusion qui s'ensuivit, Marc sentit une douleur fulgurante à son bras. L'écrou du loup-garou s'était enfoncé dans sa chair, le sang coulant abondamment de la blessure. Élise réussit à repousser Antoine avec un sort puissant, l'envoyant s'écraser contre un arbre. Le silence retomba sur la clairière, seulement troublé par les gémissements de Marc et les sanglots étouffés de Sophie. Sophie, les larmes aux yeux, examina la blessure de Marc. « Oh non » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Marc, tu as été mordu. » La réalisation les frappa tous. Marc venait d'être infecté par la malédiction du loup-garou. Le rituel avait échoué, et les conséquences étaient pires que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Alors que l'aube pointait à l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or, Marc, Sophie et les villageois restèrent dans la clairière, sous le choc. Leur tentative de briser la malédiction n'avait fait que la renforcer, et maintenant, l'un des leurs allait bientôt se transformer à son tour. Le destin de Marc, de Sophie et de tout le village de Saint-Amarin venait de prendre un tournant dramatique. L'avenir, déjà incertain, semblait maintenant plus sombre que jamais. Et quelque part dans les profondeurs de la forêt, le rire sinistre de Fenrir résonnait encore, un rappel cruel que la malédiction était loin d'être brisée. Les jours qui suivirent le rituel raté furent un véritable cauchemar pour Marc. La morsure sur son bras guérissait à une vitesse surnaturelle, laissant une cicatrice en forme de croissant de lune, mais les changements intérieurs étaient bien plus alarmants. Il sentait quelque chose de sombre et de primitif grandir en lui, une présence sauvage qui menaçait de submerger sa conscience à tout moment. Ses sens s'aiguisaient de manière inquiétante. Les odeurs devenaient plus intenses, presque écrasantes. Il pouvait entendre le battement de cœur des gens à plusieurs mètres de distance, sentir la peur qui émanait des villageois lorsqu'ils le croisaient dans la rue. La nuit, des rêves violents perturbaient son sommeil, des visions de chasse et de sang qui le laissaient tremblant et couvert de sueur au réveil. Sophie ne quittait pas son chevet,
dévoré par la culpabilité. Ses yeux, autrefois brillants de détermination, étaient maintenant hantés par le remords. C'est ma faute, répétait-elle inlassablement, sa voix brisée par l'émotion. J'aurais dû être plus prudente. Si seulement je n'avais pas insisté pour ce rituel. Marc, malgré sa souffrance, essayait de la rassurer. Tu ne pouvais pas savoir, disait-il, serrant sa main dans la sienne. Nous avons tous pris des risques. Nous voulions sauver le village, mettre fin à cette malédiction. Nos intentions étaient bonnes. Mais ses paroles sonnaient creux, même à ses propres oreilles. La réalité de sa situation le frappait un peu plus chaque jour. Il allait devenir un loup-garou, une créature de la nuit condamnée à perdre son humanité à chaque pleine lune. Pendant ce temps, le village était en ébullition. La nouvelle de l'échec du rituel et de l'infection de Marc s'était répandue comme une traînée de poudre. Les réactions étaient mitigées. Certains villageois, menés par Pierre Lefebvre, voulaient l'exiler, craignant qu'il ne devienne une menace pour la communauté. D'autres, touchés par son sacrifice involontaire, insistaient pour trouver une solution. Élise passait ses journées plongée dans des grimoires anciens, cherchant désespérément un moyen de guérir Marc ou au moins de contrôler sa transformation imminente. Son visage, plus ridé que jamais, portait les marques de nuit sans sommeil et d'une culpabilité dévorante. « Il doit y avoir quelque chose, murmurait-elle souvent, feuilletant frénétiquement les pages jaunies. Un remède, un sort, n'importe quoi qui pourrait l'aider. La tension atteignit son paroxysme la veille de la nouvelle pleine lune. Marc, sentant la bête en lui devenir de plus en plus forte, demanda à être enfermé. Ses yeux, habituellement d'un bleu profond, avaient pris une teinte dorée inquiétante, et ses muscles semblaient se contracter involontairement sous sa peau. « Je ne veux faire de mal à personne, dit-il, les yeux brillants de fièvre et de peur. » Sa voix était rauque, comme s'il luttait contre un grognement qui menaçait de s'échapper à tout moment. Sophie refusa catégoriquement, les larmes aux yeux. « On trouvera une solution, Marc. On ne t'abandonnera pas. Pas après tout ce que tu as fait pour nous. » Mais Marc savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Il pouvait sentir la lune monter, son influence grandissant à chaque minute qui passait. La bête en lui grattait à la surface, impatiente de se libérer. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de rouge sang, Marc fut conduit dans une vieille grange à la lisière du village. L'endroit avait été renforcé, les murs doublés de planches épaisses. Des chaînes en argent, censées contenir un loup-garou, furent attachées à ses poignets et ses chevilles. Le métal brûlait sa peau, mais c'était une douleur bienvenue, un rappel de son humanité. Sophie, Pierre et Élise restèrent avec lui, déterminés à l'aider à traverser cette épreuve. L'atmosphère était lourde, chargée de peur et d'anticipation. Les premières heures furent calmes, remplies d'une tension palpable. Marc luttait contre la transformation, son corps secoué de spasmes douloureux. Sophie lui tenait la main, murmurant des mots d'encouragement, tandis qu'Élise récitait des incantations censées apaiser la bête. Puis, alors que la lune atteignait son zénith, baignant la grange d'une lueur argentée à travers les fentes des planches, Marc commença à changer. Ses os craquèrent, se réarrangeant de manière horrifiante. Des poils épais poussèrent sur sa peau, transformant son corps en une masse de fourrure sombre. Ses traits humains se déformèrent en un museau allongé, ses dents s'allongeant en crocs acérés. Les cris de douleur de Marc se transformèrent progressivement en grognements bestiaux qui glaçaient le sang. Sophie, les larmes coulant librement sur ses joues, s'approcha de lui malgré les avertissements de Pierre. « Marc, je sais que tu es toujours là, dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Batte-toi, je t'en prie. Ne laisse pas la bête prendre le contrôle. » Le loup-garou qu'était devenu Marc la fixa de ses yeux jaunes, un grondement surmontant de sa gorge. Pendant un instant terrifiant, il sembla prêt à attaquer, tirant violemment sur ses chaînes. Sophie recula d'un pas, le cœur battant la chamade. Soudain, le regard de la bête changea. Une lueur de reconnaissance traversa ses yeux féroces. Le grondement se transforma en un gémissement plaintif. Marc, quelque part à l'intérieur de cette créature, luttait pour garder le contrôle. « C'est incroyable, murmura Élise, les yeux écarquillés de surprise et d'émerveillement. Je n'ai jamais vu un nouveau-né résister ainsi à la transformation. Il y a encore une part d'humanité en lui. » Pierre, stupéfait, ajouta, « Il y a peut-être de l'espoir après tout. Si Marc peut contrôler la bête, peut-être que d'autres le peuvent aussi. » Pendant des heures, Marc oscilla entre la bête sauvage et l'homme, dans un combat intérieur épuisant. Sophie ne le quitta pas des yeux, lui parlant doucement, l'encourageant à se battre.
Élise continuait ses incantations, renforçant la volonté de Marc par la magie ancienne. Alors que l'aube approchait, teintant le ciel d'une lueur rosée, Marc commença lentement à reprendre forme humaine. La transformation inverse semblait tout aussi douloureuse, chaque os et muscle se réarrangeant pour retrouver leur place d'origine. Épuisé, couvert de sueur et de sang, il s'effondra sur le sol de la grange. Sophie se précipita pour le prendre dans ses bras, indifférente à la saleté et à l'odeur de fauve qui imprégnait sa peau. « Tu as réussi, Marc, murmura-t-elle, sa voix mêlant soulagement et admiration. « Tu as résisté. Tu es toujours toi. » Marc, la voix rauque et à peine audible, murmura, « Je vous entendais. Vos voix, elles m'ont ancré à mon humanité. Sans vous, j'aurais été perdu. » Élise s'approcha, le visage grave mais empreint d'un nouvel espoir. « Ce que tu as fait cette nuit est extraordinaire, Marc. Tu as prouvé qu'il est possible de contrôler la bête. C'est peut-être la clé pour briser la malédiction. » Pierre acquiesça, son attitude envers Marc visiblement changée. « Si nous pouvions apprendre à tous les affectés à faire de même, nous pourrions vivre avec la malédiction sans danger pour le village. Ce serait un nouveau départ pour Saint-Amarin. » Mais Sophie n'était pas satisfaite. Ses yeux brillaient d'une détermination renouvelée. « Ce n'est pas assez, dit-elle fermement. Marc ne devrait pas avoir à endurer ça chaque mois. Nous devons trouver un moyen de briser complètement la malédiction. Et je crois que ce que nous avons vu cette nuit pourrait être la clé. » Marc se redressa péniblement, soutenu par Sophie. Son visage était marqué par l'épuisement, mais ses yeux brillaient d'une nouvelle compréhension. « Je crois que j'ai compris quelque chose pendant ma transformation, dit-il lentement, rassemblant ses pensées. J'ai vu des images, des souvenirs qui ne m'appartiennent pas. Je pense qu'ils viennent de Fenrir lui-même. » Tous se tournèrent vers lui, intrigués. Marc poursuivit, « La malédiction, ce n'est pas seulement un pacte. C'est un lien. Fenrir est connecté à chacun d'entre nous. Et je crois savoir comment le rompre. » Un silence stupéfait suivit ces paroles. L'espoir, fragile mais réel, commençait à naître. Peut-être qu'après des siècles de souffrance, la fin de la malédiction était enfin à portée de main. Mais alors que le soleil se levait sur Saint-Amarin, illuminant la grange de ses premiers rayons, personne ne se doutait des épreuves qui les attendaient encore. Car Fenrir, sentant son emprise menacée, n'allait pas se laisser vaincre sans livrer une dernière bataille dévastatrice. Le destin de Marc, de Sophie, et de tout le village était sur le point de connaître son dénouement final. Et cette fois, l'enjeu n'était rien de moins que leur liberté et leur humanité. L'aube se levait sur Saint-Amarin, baignant le village d'une lumière dorée qui contrastait avec l'atmosphère tendue qui régnait. Les jours qui suivirent la transformation de Marc furent intenses, chargés d'espoir et d'appréhension. Guidé par les visions qu'il avait eues pendant sa métamorphose, Marc travaillait sans relâche avec Élise, Sophie et les villageois les plus courageux pour préparer le rituel qui, il l'espérait, mettrait fin à la malédiction une fois pour toutes. Le lien entre Fenrir et le village passe par la pierre dans la forêt, expliquait Marc, son visage marqué par la fatigue mais ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. C'est là que tout a commencé, et c'est là que tout doit finir. Nous devons utiliser ce lien contre lui. Le plan était audacieux et dangereux. Ils allaient utiliser le lien que Marc partageait maintenant avec Fenrir pour l'attirer dans notre monde, puis unir leurs forces pour le vaincre définitivement. Chaque villageois avait un rôle à jouer, chacun représentant un maillon de la chaîne qui liait Saint-Amarin à l'esprit de la forêt. La veille du rituel, l'atmosphère dans le village était électrique. Certains habitants avaient choisi de fuir, craignant les représailles de Fenrir. D'autres, comme Pierre Lefebvre, étaient restés, déterminés à se battre pour leur liberté. « Nous avons vécu trop longtemps sous le joug de cette malédiction, déclara Pierre lors d'une réunion au cœur du village. Il est temps de reprendre notre destin en main. » Au crépuscule, le petit groupe se rendit dans la clairière de la pierre. Marc, au centre du cercle rituel, commença l'incantation qu'Élise lui avait enseignée. Sa voix, amplifiée par une force surnaturelle, résonna dans la forêt. Les villageois formaient un cercle autour de lui, leurs mains jointes, créant une barrière d'énergie palpable. Pendant de longues minutes, rien ne se passa. Puis, soudain, le sol se mit à trembler. Un vent violent se leva, tourbillonnant autour du cercle. Au centre, une forme massive et sombre commença à se matérialiser. Fenrir, dans toute sa terrible majesté, se tenait devant eux. Ses yeux, brûlants d'une rage ancienne, se fixèrent sur Marc. « Foolish mortal » gronda la créature,
sa voix résonnant directement dans leurs esprits. You dare to challenge me again? Marc, puisant dans un courage qu'il ne se connaissait pas, répondit, cette malédiction a assez duré, Fenrir. Nous sommes venus y mettre fin, une fois pour toutes. Un rire cruel secoua la forêt. Vous ne pouvez pas briser ce qui vous définit. Sans moi, vous n'êtes rien. Fenrir attaqua, ses griffes fendant l'air vers Marc. Mais cette fois, ils étaient préparés. Sophie s'interposa, brandissant un artefact ancien qu'Élise avait déterré des archives de l'église. Une lumière aveuglante jaillit, repoussant la créature. La bataille qui s'ensuivit fut chaotique et violente. Fenrir, dans sa rage, déchaîna toute sa puissance. Les villageois luttaient avec courage, leur force unie créant une barrière que même l'esprit de la forêt peinait à briser. Marc, sentant que le moment était venu, s'avança vers Fenrir. Il ferma les yeux, se concentrant sur le lien qui l'unissait à la créature. Il sentit la présence de tous les villageois, passés et présents, qui avaient porté ce fardeau. Leur souffrance, mais aussi leur force, leur résilience. Nous acceptons cette part de nous, dit Marc, sa voix gagnant en puissance. Mais nous choisissons de la transcender. Une lumière commença à émaner de Marc, se propageant aux autres villageois. Fenrir rugit de douleur et de rage, sentant son emprise se dissiper. Nous ne sommes pas définis par notre malédiction, cria Marc, mais par notre capacité à la surmonter. Dans un dernier effort collectif, Marc, Sophie, Élise et tous les villageois présents canalisèrent leur volonté. La lumière devint aveuglante, enveloppant Fenrir dans un cocon d'énergie pure. Un hurlement déchirant retentit, faisant trembler la terre. Puis, aussi soudainement que ça avait commencé, tout cessa. Lorsque la lumière se dissipa, Fenrir avait disparu. À sa place se tenait un loup ordinaire, ses yeux reflétant une intelligence et une sagesse ancienne, mais dépourvus de malveillance. Élise s'approcha lentement de l'animal. La malédiction est brisée, murmura-t-elle, des larmes de joie coulant sur ses joues ridées. Fenrir est libéré de sa propre rage, tout comme nous sommes libérés de notre fardeau. Un silence empreint d'incrédulité et de soulagement tomba sur la clairière. Puis, progressivement, des rires et des cris de joie éclatèrent. Des siècles de peur et de souffrance prenaient fin sous leurs yeux. Marc, épuisé mais euphorique, se tourna vers Sophie. Leurs regards se croisèrent, emplis d'émotions trop intenses pour être exprimées par des mots. Ils s'enlacèrent, leurs larmes de joie se mêlant. Dans les jours qui suivirent, Saint-Amarin connut une transformation. Le village s'ouvrit au monde extérieur, accueillant pour la première fois depuis des siècles des visiteurs sans crainte. La pierre dans la forêt devint un monument, un rappel de leur histoire et de leur triomphe. Marc, qui était venu en quête d'inspiration pour un livre, repartit avec bien plus. Il avait trouvé une communauté, un amour, et une histoire qui dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Sa transformation en loup-garou, loin d'être une malédiction, était devenue un don, un lien avec la nature qu'il apprenait à maîtriser et à apprécier. Alors qu'il se tenait aux côtés de Sophie, regardant le soleil se coucher sur les Vosges, Marc réalisa que leur aventure ne faisait que commencer. La malédiction était peut-être brisée, mais les mystères de ces montagnes étaient loin d'être tout résolus. « Que dirais-tu d'écrire cette histoire » demanda Sophie, un sourire malicieux aux lèvres. Marc rit doucement. « Je ne suis pas sûr que quiconque y croirait. Mais peut-être que c'est exactement ce dont le monde a besoin, un rappel que même les malédictions les plus sombres peuvent être brisées si on y fait face ensemble. » Et quelque part dans la forêt, un loup au regard sage veillait, gardien d'un nouvel équilibre entre l'homme et la nature. Saint-Amarin avait trouvé sa rédemption, et avec elle, un nouveau chapitre de son histoire commençait. Alors que la nuit tombait sur les Vosges, Marc et Sophie marchèrent main dans la main vers le village, prêts à affronter ensemble les aventures que l'avenir leur réservait. La malédiction du loup-garou des Vosges n'était plus qu'un souvenir, mais son héritage, de courage, d'unité et de rédemption, vivrait à jamais dans les cœurs des habitants de Saint-Amarin. Fin.